Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais pour démarrer remercier toute l'équipe de Future de m'avoir invité à partager avec vous aujourd'hui certaines de mes réflexions dans le cadre de ces journées. Alors si je n'ai pas trop mal compris l'idée, ces journées sont organisées pour discuter de la place des savoirs dans les temps politiquement et écologiquement sombres que nous traversons. Et pratiquant la sociologie, je me propose d'interroger tout d'abord ce qu'apporte au savoir sociologique tant les savoirs que les engagements écologiques, puis dans un second temps, ce que peuvent les sciences du monde social face à l'écocide. La piste que je voudrais explorer me paraît précisément à la jonction de ces deux questionnements, tant elle peut être, et ça sera un fil de mon argumentation, balisée d'un côté par l'écologie et de l'autre par la sociologie. Cette piste questionne l'amplitude des changements susceptibles de mettre un terme à la destruction des conditions biophysiques de la vie sur Terre. Les niveaux auxquels ces changements devraient s'opérer me paraissent en effet trop peu questionnés, comme si la question de ce qui doit changer allait de soi. Comment, finalement, se définit ce qui change ou ce qui devrait changer? Qui décide et selon quelle logique de ce que nous pouvons ou ne pouvons plus continuer à faire et de ce que nous pouvons ou ne pouvons plus continuer à défaire? Dans quelle mesure peut-on peser sur le changement? Le changement est-il gouvernable? Jusqu'où les sociétés peuvent-elles se transformer et jusqu'où devraient-elles changer pour maintenir la Terre habitable, dignement et démocratiquement habitable? Quand on parle d'être à la hauteur des enjeux, de quelle hauteur parle-t-on? Ces interrogations, j'en conviens, ne sont pas parfaitement scientifiques. En effet, ce questionnement, même s'il est rarement perçu comme tel, touche à ce qu'il y a de plus politique, à savoir la lutte pour définir les modalités, les temporalités et les contours légitimes de cette transformation. Une lutte d'autant plus féroce qu'elle demeure larvée. Et nous sommes bien d'accord pour dire qu'il n'appartient pas au savoir écologique et sociologique de chercher à prendre position dans ces conflits. Mais, relevant des sciences du mouvement et de l'inertie, de la métamorphose et de la reproduction, ces savoirs se retrouvent immanquablement pris dans ces luttes pour l'imposition des conceptions légitimes du changement. Autrement dit, la construction scientifique du questionnement n'a certes pas à être motivée par la recherche de ce qu'il conviendrait de changer, mais parce que le monde se dérobe sous nos pieds, le simple fait d'objectiver ce qui change ou se maintient conduit immanquablement à peser sur la définition de l'amplitude du changement et des niveaux auxquels il peut ou devrait s'opérer. L'objectivation ne devant pas se confondre avec la neutralité, sans doute en va-t-il de la responsabilité environnementale des savoirs écologiques et sociologiques d'assumer ce parti pris en s'engageant vigoureusement pour mettre au jour les dynamiques et la réalité des changements. Il y a presque 10 ans, en juillet 2015, près de 3000 scientifiques contribuant aux travaux du GIEC se réunirent au siège parisien de l'UNESCO dans le cadre d'un grand symposium intitulé « Our Common Future Under Climate Change ». La réunion, assez rare, de toutes ces chercheuses et de tous ces chercheurs réputés avait été initiée pour lancer la dynamique de la COP21, qui aboutira quelques mois plus tard à l'accord de Paris. Le message qui était ressorti de ce symposium était clair. L'heure n'est plus à l'alerte, mais aux solutions. Et ceux qui se dégageaient de mes notes d'observation ethnographique n'étaient pas moins limpides. Une modification significative de la hiérarchie des savoirs, marquée par une certaine relégation des scientifiques du climat et une consécration certaine des économistes. Dit autrement, le groupe 3 du GIEC s'imposait comme le plus légitime pour endosser ce nouveau rôle de prescripteur, au détriment du groupe 1 qui, à ce moment-là, apparaissait presque comme désuet. Dès l'été 2015, la déclaration finale de ce symposium amorce le nouveau cadrage de la gouvernance internationale des enjeux environnementaux, l'invention d'un futur écologique commun par l'institution de sociétés post-carbone et d'économies décarbonées. Et ce fut bien là le message officiel de l'accord de Paris. Le monde tel qu'il va ne va plus, il n'est plus hors de question, il n'est plus sanctuarisé, tout doit changer. De quoi faire rougir la célèbre activiste Naomi Klein qui, pour l'occasion, publiait un livre-événement intitulé « Tout peut changer, capitalisme et changement climatique ». Alors, cette perspective d'un changement inévitable dans les affaires du monde peut sembler radicale. Elle occupe cependant une place stratégique dans les modes de domination depuis les années 60, comme l'ont montré Boltanski et Bourdieu dans un article important paru en 1976 et intitulé « La production de l'idéologie dominante ». Les gouvernements néolibéraux, on le sait, excellent dans l'art du changement comme mode de domination. Ils appuient leurs décisions et leurs incessantes demandes sur les incessantes demandes de réformes ici ou là. Autrement dit, s'ils font souvent taire la critique en la réprimant violemment, ils ne cherchent pas moins à la domestiquer et à l'intégrer, celle-ci devenant un ingrédient routinier du travail de conservation du pouvoir. Les contestations environnementales donnent ainsi régulièrement lieu à des mesures techniques pour aménager les systèmes de production ou de consommation.
Ce gouvernement par les normes procède par des réajustements permanents qui ont pour effet de rendre acceptables les externalités environnementales négatives de la sacro-sainte marche du progrès. Ces réajustements procurent à ceux qui les mettent en œuvre, les vivent, les observent ou les commentent, la sensation que la transition est en marche. La sociologie de ces protagonistes, généralement qualifiés de réformateurs, montre qu'ils assurent en fait la recondition satisfaite des hiérarchies sociales et des logiciels idéologiques préexistants. Or, on peut supposer que la tourmente réactionnaire et restauratrice, qualifiée de green backlash, et à laquelle nous assistons ces dernières années, résulte d'un désajustement croissant entre ces manières néolibérales de gouverner le changement et le redimensionnement de la question écologique depuis 25 ans. J'y reviendrai un peu plus tard, car ce désajustement engendre des tensions dont l'issue est aussi incertaine que politique. Il marque aussi l'échec d'une écologie réformatrice qui pèse peu dans les rapports de force faisant tanguer les champs politiques nationaux. Je renvoie là notamment au récent numéro de la revue Politics intitulé « Inertie des politiques écologiques ». En gestation depuis au moins la conférence des Nations Unies à Stockholm en 1972, la globalisation, non pas bien sûr de l'écologie, mais bien de la question écologique, ne commence à devenir vraiment structurante qu'au cours des années 2000. Prenant appui sur la valorisation de ce que l'on nomme alors les problèmes environnementaux globaux, cette question écologique vient déborder peu à peu la question environnementale. La question environnementale renvoyait en effet à des enjeux de dépollution et de protection de l'environnement qui s'opéraient dans des territoires circonscrits, des cours d'eau, des vallées, des littoraux, des quartiers, sur des temporalités de quelques années, voire dizaines d'années, et qui impactaient un nombre limité de secteurs d'activité, avec en premier lieu l'industrie et l'agriculture. Consacrée par l'accord de Paris, l'écologisation et la décarbonation s'adressent désormais à tous les secteurs d'activité, y compris le cinéma, la mode ou le sport. Elle se déroule sur tous les territoires et s'inscrit dans une temporalité séculaire. Avec l'enjeu écologique contemporain, il ne s'agit plus d'injecter régulièrement une dose d'environnement dans les différents domaines d'activité, mais bien d'encastrer ces différents domaines d'activité dans le périmètre toujours plus étroit des limites planétaires. La grandeur, au sens des économies de la grandeur théorisées par Thévenot et Boltanski, la grandeur de l'enjeu environnemental change, si bien que la grandeur de ce qui est amené à changer n'est plus la même. La question du changement ne porte plus sur la gestion sectorisée des affaires du monde, comment faire différemment ici ou là, mais elle touche à la nature même de ces affaires, que continuer ou ne plus continuer à faire et que continuer ou ne plus continuer à défaire. Son amplitude est celle maximale des structures fondamentales de nos manières individuelles et collectives d'habiter le monde. Ce grandissement progressif du changement écologique a pris une tournure assez radicale, si bien qu'au cours des années 2010, nous avons vu la faune et la flore faire un saut épistémique pour devenir le vivant, et l'éducation à l'environnement changer significativement de dimension pour devenir reconnexion sensible aux animaux et aux végétaux qui nous environnent. Les savoirs écologiques, ici les anthropologies descoliennes de la nature et les philosophies latouriennes du vivant, en appellent ainsi à une transformation intégrale de nos manières d'être attentifs, heureux, affectés, en relation, afin de bouleverser la nature de nos agissements, que continuer ou ne plus continuer à faire et à défaire. Ce faisant, il signale que le changement dont il est question est d'ordre ontologique, ce qui peut, à certaines conditions, constituer une précieuse boussole pour les savoirs sociologiques. Et ce, d'autant que cet ordre de grandeur est bien ajusté aux indications des sciences des climats et de la biodiversité, qui soulignent régulièrement que, pour reprendre les termes du GIEC ou de l'IPBES, seuls des changements systémiques et d'une ampleur sans précédent permettront d'éviter le chaos. Des changements systémiques et d'une ampleur sans précédent. Face à ces constats, les engagements écologiques n'ont eu de cesse d'arpenter les voies souvent bien raides du changement. Mobilisant toutes sortes de savoirs, ils démontrent qu'il est possible d'habiter le monde tout autrement. Ils s'emploient sans relâche à maintenir ouverts ces futurs non advenus et leur potentialité inaboutie, comme mentionnait Patrick Boucheron en 2016 dans sa leçon inaugurale au Collège de France, justement intitulée « Ce que peut l'histoire ». Et puisque j'évoque un historien, un apport à mes yeux majeur de l'histoire environnementale consiste justement à, je cite, « sortir de l'oubli les voies étouffées, les alternatives sociales et politiques, les penseurs clairvoyants et les résistances, pour rappeler que l'avenir jamais n'est déjà joué, ni ne l'a été ». Je cite là l'introduction d'un ouvrage collectif récemment paru, « Les natures de la République, une histoire environnementale de la France 1870-1940 », et qui constitue le second tome de l'imposant triptyque d'histoire environnementale en cours de parution à la découverte. En explorant des voies alternatives pour se nourrir, se cultiver, commercer, construire, se loger, éduquer, apprendre, se relier et finalement faire société, les engagements écologiques tendent à préfigurer des manières non capitalistes d'exister socialement. Geneviève Pruvot a finement décrit ces quotidiens politiques et les luttes feutrées qu'ils engagent à chaque instant.
Elle signale qu'il résulte souvent de cheminements patients, non linéaires, faits de va-et-vient, et qui relèvent moins de la bifurcation ou du changement soudain que d'une réorientation toute progressive. Celle-ci est faite d'apprentissage et de redéfinition des attaches sociales au sein de collectifs et de réseaux d'entraide qui, d'une part, rendent matériellement possibles ces formes de vie en marge des jeux sociaux conventionnels, et d'autre part, constituent des instances de contre-socialisation favorisant l'adhésion à des principes de classement qui tendent à renverser les critères établis de la réussite et de ce qui compte. Les engagements écologiques montrent que l'emprise du capitalisme sur nos vies n'est pas une fatalité et qu'il est possible de s'affranchir de l'hégémonie fossile. Leurs pas de côté approfondissent les brèches qui font zigzaguer la marche toujours hésitante de l'histoire, une histoire qui ne peut définitivement plus être pensée comme une flèche. Les alternatives de l'écologie non capitaliste rappellent que la fin de l'histoire n'est pas pour demain et que le changement radical est parfois accessible et réalisable. L'écologie non capitaliste nous prémunit donc contre les tentations téléologiques auxquelles, et ce n'est pas le moindre des paradoxes, il lui arrive pourtant de céder. Invisibles statistiquement car très peu nombreux, les protagonistes de ces alternatives non capitalistes, écologiques, se rendent en revanche très visibles publiquement pour montrer par l'exemple pratique qu'il est possible de bifurquer. Ils sont en effet convaincus que leurs alternatives vont s'étendre de proche en proche et que le capitalisme, en se prenant les pieds dans ces contradictions, finira par s'effondrer sur lui-même. Ils véhiculent ainsi une vision du changement linéaire et contagieux qui se répandrait par exemplarité, reproductibilité et capillarité. Ces conceptions dépolitisées du changement sont encapsulées dans les philosophies de la transition, dont il est utile de rappeler qu'en matière environnementale, elles sont d'abord popularisées par le mouvement des transitions initié par Rob Hopkins, figure de cette écologie non capitaliste des années 2000. Et ce n'est qu'au terme d'une étonnante mais instructive migration sociale que la transition devient, dans les années 2010, l'un des maîtres mots de l'écologie dominante. Et donc, pour comprendre comment la transition dépolitise et, in fine, perpétue l'ordre des choses plus qu'elle ne le redistribue, il me semble intéressant de faire un détour par la sociologie des crises et changements de régime politique. Dans un article devenu célèbre, paru dans la Revue française des sciences politiques en 2000, et intitulé « Les voies incertaines de la transitologie », le politiste Michel Daubry rappelle comment la sociologie des processus révolutionnaires a montré les impasses des approches en termes de transition, approches qui se sont largement déployées pour analyser les changements de régime en Europe du Sud et en Amérique du Sud dans les années 60-70, en Europe centrale et orientale dans les années 80 et 90, puis dans les années 2000 et 2010 au Maghreb, et en particulier dans la Tunisie de Ben Ali et l'Égypte de Moubarak. À rebours d'un exceptionnalisme méthodologique que viendraient justifier ces moments critiques supposés si atypiques, sirène de l'exceptionnalisme méthodologique que, soit dit en passant, l'on retrouve souvent à propos des enjeux écologiques, Michel Daubry plaide pour une normalisation méthodologique et invite à pratiquer une sociologie ordinaire pour éclairer ces séquences et configurations historiques de haute intensité politique. Il y a sans doute beaucoup à apprendre de ces nombreuses enquêtes sociologiques qui éclairent les conditions ayant rendu possible la chute de régimes dictatoriaux installés depuis plusieurs décennies et longtemps perçus comme indétrônables. Ces analyses dévoilent les orientations idéologiques et sociales des langages de la transition démocratique qui se gargarisent de l'arrivée à maturité de ces sociétés bifurquant enfin vers la démocratie à la sauce libérale. Ces visions transitologiques départagent arbitrairement ce qui serait immature et déraisonnable de ce qui serait mûr et raisonnable, et leur déconstruction nous invite à nous méfier, voire à délaisser les langages de la transition écologique qui ne sont pas moins situés socialement et idéologiquement. Au-delà, la sociologie des crises et changements politiques permet de sous-peser les déterminations du passé dont il n'est jamais fait table rase, de ne pas évacuer tout ce qu'il y a de contingent dans le cours de l'histoire et d'apprécier ainsi tant la nécessité que l'insuffisance des alternatives ici écologiques. Ces alternatives sont d'abord nécessaires car elles tracent ce que ces politistes nomment des voies d'extrication, c'est-à-dire les trajectoires empruntées par certains groupes quand ils se détachent de l'ordre institué. Je l'ai dit, ces alternatives maintiennent entrouverte la possibilité du changement ontologique et systémique et montrent qu'il est parfois à portée de main, même s'il implique bien souvent de mettre les deux mains dans la terre. Mettre les deux mains dans la terre. Aïe. Voilà peut-être en quoi elles sont un peu insuffisantes, dans la mesure où mettre les deux mains dans la terre n'est pas toujours au goût de tout le monde. Plus sérieusement, les chemins de traverse ne sont pas socialement accessibles à tout le monde, et sortir des sentiers battus suppose de réunir un cocktail d'ingrédients sociaux dont aucune recette préétablie ne pourra parfaitement rendre compte. Outre que rompre avec l'ordre établi, ce n'est pas rompre les logiques qui assurent sa perpétuation, les alternatives écologiques présentent un périmètre socialement restreint,
elles ne font pas tache d'huile et ne se propagent pas au-delà de cercles sociaux bien spécifiques, ou alors au prix d'un repackaging qui anesthésie leur potentiel subversif. Leurs artisans et artisanes peuvent même alimenter, malgré eux et elles, des stigmates qui, en bien des endroits de l'espace social, révèlent toute la distance qui sépare ces écolos de trop des voies conventionnelles de l'intégration dans la société telle qu'elle est. Comme peut l'expliquer la sociologie des rapports à l'enjeu écologique, dans un ordre social hautement carboné, il peut être de bon ton de se dire écolo, mais pas trop, pour reprendre le titre du livre que j'ai publié l'an dernier et sur lequel je vais appuyer la suite et fin de mon propos. Suite et fin de mon propos qui se nourrit aussi goulûment des 5 dossiers que le collectif Classe Verte est en train de publier dans les revues Actes de la recherche en sciences sociales, Genèse et Politics. Quand les enquêtés parlent des enjeux écologiques, elles et ils parlent de leur difficulté à changer. Ils évoquent plus ou moins ouvertement la forte inertie de leur style de vie et des principes moraux qui sous-tendent ces styles de vie. Évaluant leur aptitude et leur appétence à modifier leurs idées et leurs pratiques pour les rendre plus écologiques, toutes et tous reconnaissent, en l'assumant ou en le regrettant, l'insuffisance des écologisations qu'ils s'efforcent de mettre en œuvre. Souvent dénigrés, ces petits gestes sont en fait très grands et très coûteux pour les enquêtés qui estiment ainsi irréaliste de devoir en faire plus. Tandis que la question écologique nous enjoint à vivre et à produire tout autrement, rien ou presque dans le monde social tel qu'il fonctionne ne nous prépare à vivre et à produire tout autrement. Les manières établies de s'intégrer, d'exister et d'être reconnu socialement rendent inaccessible, impensable, voire non souhaitable, une institution écologique du social. Et c'est finalement ce que renseignent en creux les alternatives qui ne peuvent se réaliser qu'à distance de l'ordre établi. Il s'ensuit que la transformation écologique de l'ordre social ne peut se réduire à une modification de l'ordre des positions occupées par les groupes sociaux. L'enjeu n'est pas seulement celui d'une réduction des inégalités, ni même d'une redistribution des places. Il s'agit bien plus de redéfinir les cadres fondamentaux de la vie sociale et donc les modalités par lesquelles on s'intègre, on existe et on est reconnu socialement. Ce que les sciences du monde social peuvent face à l'écocide, c'est finalement rappeler que la société, ce n'est pas une somme d'individus juxtaposés les uns à côté des autres, mais que les sociétés sont composées d'individus en relation les uns avec les autres, des relations hiérarchisées, c'est-à-dire traversées par des rapports de domination. Et que transformer la société, ce n'est pas changer les mentalités, les cognitions, les sensibilités ou les consciences, mais c'est modifier la structure des relations dans lesquelles ces mentalités se forment. Comme le constatait déjà Norbert Elias, socio-historien allemand et un des pères fondateurs des sciences sociales, ce qui change, c'est la cohabitation sociale des hommes. Et leurs comportements ont subi le contre-coup, leur état de conscience et leur économie pulsionnelle se modifient. Comme l'a particulièrement bien montré la sociologie des pratiques et goûts culturels, l'individu, c'est du social incorporé. Et la société est en nous, comme le dit mon collègue Wilfried Ligné. Le changement individuel passe donc par un changement dans le social que l'individu incorpore au gré de ses socialisations. Nos visions du monde, nos désirs, nos aspirations, nos ambitions, nos affects, nos hontes, nos fiertés, nos critères de ce qu'est une vie réussie et de ce qui compte dans la vie, autrement dit, tout ce qui constitue nos subjectivités, est forgé, orienté, délimité par les instances de socialisation au sein desquelles nous évoluons. Les instances de socialisation, ce sont des collectifs familiaux, scolaires, professionnels, résidentiels, culturels, politiques, que nous traversons et qui, insensiblement mais profondément, impriment leur marque sur les manières d'agir et de réagir, de sentir et de ressentir, de faire et de penser des individus. La modification en profondeur de ces instances de socialisation constitue ainsi une étape inévitable de la transformation écologique des sociétés. Et c'est à cet endroit, celui d'une toute autre institution du social, que les savoirs sociologiques peuvent s'accorder avec les savoirs écologiques sur la grandeur des changements en jeu. Je disais tout à l'heure que la grandeur ontologique pouvait dessiner un horizon pour les savoirs sociologiques, mais à certaines conditions. L'une de ces conditions est de sortir des représentations essentialisantes des ontologies, car celles-ci, les ontologies, sont en fait des champs de bataille sur lesquels différentes catégories d'une société peuvent s'affronter. Les sciences sociales démontrent en effet qu'avant l'ontologie ou en deçà de l'ontologie, il y a les socialisations au gré desquelles les sens moraux et les sens pratiques de nos groupes d'appartenance se sédimentent en nous. Or, la valeur sociale des dispositions, c'est-à-dire des manières de faire et de penser, qui émergent de ces socialisations, cette valeur sociale résulte des rapports de pouvoir et de domination entre les classes. Ici, les enquêtes sur la différenciation sociale des rapports routiniers à l'enjeu écologique signalent l'importance de prendre davantage en compte la dimension horizontale de ces rapports de classe. Ce qui s'oppose, ce n'est pas seulement le fait de posséder beaucoup ou peu de richesses, mais aussi le type de ressources qui sont valorisées par les groupes pour se placer socialement, les uns par rapport aux autres.
Or, selon le type de ressources valorisées, l'inertie des styles de vie face à la question écologique ne revêt pas les mêmes significations et ne répond pas aux mêmes logiques. Les formes et degrés d'attachement au monde social tel qu'il est et à l'ontologie qui y prédomine varient au sein d'une société qui apparaît comme étant encore très largement structurée par deux versants. Sur le premier, la bourgeoisie et la petite bourgeoisie culturelle privilégient les ressources non marchandes pour faire valoir leur position sociale. Sur le second, la bourgeoisie et la petite bourgeoisie économique misent plutôt sur l'accès à un niveau de revenus élevé. C'est en grande partie pour cela que les attaches à l'ordre établi du versant culturel sont bien plus ténues que celles du versant économique. C'est donc depuis le versant culturel des classes sociales et contre son versant économique que la transformation écologique pourrait advenir. Sauf que pour l'heure, c'est bien la bourgeoisie économique, avec le concours d'ailleurs de la bourgeoisie culturelle, qui a mis la main sur les modalités, temporalités et contours légitimes de la transformation et de l'écologisation. L'écologie du capital, le capitalisme vert, a ainsi imposé une transformation de la société sans transformation sociale, une transformation marchande, morale, technologique et sectorisée, qui, en avançant par compensation, a pour principe de ne pas toucher aux hiérarchies sociales. C'est cette écologie qui se trouve aujourd'hui brutalement dépassée par sa droite et contre laquelle semble s'être établie une alliance entre une élite réactionnaire et une base sociale dont la respectabilité est fondée sur le fossile. Tout changement dans une société engage et doit compter avec les stratégies de reproduction des classes sociales. Or, l'écologie réformatrice, fondée sur le gouvernement néolibéral du changement que j'évoquais plus haut, déstabilise l'ordre matériel et moral à partir duquel les groupes situés sur le versant économique se reproduisent. Et cette déstabilisation suscite une réaction d'autant plus vive que n'ont pas été préalablement modifiés les ressorts très carbonés de leur intégration sociale, qu'il s'agisse de leur orientation scolaire et professionnelle, de leurs conditions résidentielles, de leurs pratiques culturelles ou d'approvisionnement, etc. Cela signifie que le niveau de changement en jeu, ou que la hauteur de l'enjeu, c'est bien celle de la structure des modes dominants de reproduction sociale. Tant que ceux-ci seront sous l'emprise du capital économique, la transformation écologique aura toutes les chances de susciter du ressentiment en se heurtant à l'inertie du social. Comment renverser cette domination du capital économique sur le capital culturel? Comment faire primer les modes d'existence et de reproduction sociale, valorisant bien plus la culture et la coopération, et bien moins l'économique et la compétition? Les données sociologiques indiquent que pourrait être envisagé un travail politique auprès de groupes situés sur le versant culturel des classes sociales et qui ont une force en commun, la faiblesse de leur attache à l'ordre social carboné. Et pour mobiliser à partir de cette déprise toute progressive, il n'est pas inutile de forger un cadre d'injustice environnementale réajusté à la grandeur de la question écologique et dont les premiers jalons sont posés par le concept de conditions écologiques des classes sociales. Soucieuse de tenir ensemble les différentes inégalités face aux nuisances environnementales, la condition écologique des classes sociales met en lumière la double peine au carré engendrée par une écologie réformatrice qui dépossède, désavantage et divise ceux et celles qui pourtant la portent et la subissent le plus, que ce soit sur leur lieu de travail ou leur lieu de vie. Cette injustice ne peut-elle pas devenir un carburant stratégique pour la construction d'alliances sociales, revendiquant une écologie non plus réformatrice, mais transformatrice? Une écologie transformatrice dont le projet serait prioritairement de destituer l'existant et d'instituer une toute autre société, fondée sur des socialisations, générant des dispositions à vivre et à produire immédiatement respectueuses des grands équilibres biophysiques de la vie sur Terre. Merci pour votre attention.